La saison 2 de LEGO Masters a débuté fin décembre 2021 et après 2 épisodes consécutifs, les 28 et 29 décembre, nous pouvons déjà dresser un premier bilan et vérifier si les travers de la saison 1 ont bien été corrigés. L'émission est-elle toujours aussi scriptée et avons-nous un petit peu plus de suspense? Quid de l'équité entre les binômes et de leur temps d'exposition respectifs? Le niveau des binômes est-il un petit peu plus homogène? La sécurité sur le plateau de tournage a-t-elle été améliorée? Voit-on un petit peu plus les constructions en briques danoises? Le jury et le présentateur, quelles évolutions par rapport à leur intégration dans l'émission? Et enfin, bien évidemment, je vous parlerai de mes prédictions et théories à propos de l'issue de cette saison 2. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un premier bilan de cette saison 2 LEGO Masters à mi-parcours et de répondre à toutes ces questions. Ça sera le dossier du jour dans cette vidéo Brixfile numéro 1. C'est parti! Et bienvenue à tous dans ce nouveau format Brixfile où on va à chaque fois essayer d'étudier un petit dossier qu'on a sous le coude et aujourd'hui on s'attaque à la saison 2 LEGO Masters. Lors de la première saison fin 2021, une autoroute était toute tracée vers la victoire pour le binôme du technicien et du créatif assemblés sur mesure par la production. D'autres, comme celui des inconnus ou des amoureux, là encore montés sur mesure par la production de l'émission, le sont cette fois-ci dans une optique d'élimination rapide. Cette stratégie de sélection des binômes candidats visant à assurer un certain rythme à l'émission, bien que compréhensible, eh bien, elle nuit gravement à l'expérience de certains candidats qui pourraient peut-être aspirer à une expérience plus longue dans l'aventure. Néanmoins, c'est bel et bien la production qui a la mainmise sur l'émission et ce qui nous est vendu comme un concours des spécialistes incontournables de la brique n'est en réalité qu'une télé-réalité à la sauce Lego. Mais alors c'est une télé-réalité et pas un vrai concours? Et en plus on voit même pas les Lego. Et comme nous le dit si bien Eric Antoine, le présentateur, dès la première émission de cette saison 2, il y a quelqu'un là qui ne le sait pas encore, mais qui a déjà 20 000 balles de plus que les autres. À croire que tout est déjà emballé. Et de ce point de vue, pour cette seconde saison, le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est qu'on n'est pas vraiment rassuré par les 2 premiers épisodes. En effet, le premier épisode est largement centré sur le binôme des métalleux suisses qui roulent littéralement sur les épreuves, ainsi que sur le binôme des rétros de la brique. D'ailleurs, à l'issue de chacune des 2 premières soirées, je vous avais mis des sondages sur ma chaîne YouTube et les résultats sont sans équivoque et concrètement vous mettez les métalleux suisses en bonne position pour la suite de l'aventure, on y reviendra. À nouveau, dès le premier épisode, on retombe dans l'un des travers de la saison 1, à savoir une iniquité assez flagrante au niveau de l'exposition des différents binômes candidats. Pour ce premier épisode, on a globalement la moitié de l'effectif, 4 binômes qui sont surexposés, quand les autres ne font finalement qu'une brève apparition uniquement lors de la sanction finale des épreuves. Sanction des épreuves qui me permet de faire une transition évidente avec le jugement. Point important de l'émission qui, là encore, souffre toujours des mêmes travers par rapport à la saison 1 et qui n'a visiblement pas fait l'objet d'amélioration. On ne voit toujours pas les jurés délibérer, douter, discuter, échanger autour finalement du jugement des épreuves et des créations des différents candidats. Bien souvent, les jugements apportés sont minimalistes, expéditifs et pour le moins subjectifs. Les critères de notation sont toujours aussi flous et non explicités. Et malheureusement, comme pour la saison précédente, on a affaire à des erreurs manifestes dans le jugement lors des épreuves et ça vraiment, c'est problématique. Ainsi, comment justifier le départ du binôme de la Team dès la première soirée, alors que sur la première épreuve, ils sont taxés de hors-sujet? Hervé et Laure, c'est clairement un hors-sujet. Et qu'à mon sens, il y a une différence fondamentale entre ne pas comprendre la création et la taxer de réaliser un hors-sujet. Avec une première création de la Team ultra technique pour ce qu'on en a vu et un piège qui finalement est tout de même fonctionnel, quoi qu'en dise la petite voix. Constat en demi-teinte pour la mécanisation de notre binôme. C'est dommage que ça ne pop pas bien. Mais le piège est fonctionnel, il est attrapé maintenant. Et comme le dit maintenant Georges, avec un piège fonctionnel, on peut désormais plus objectiver la position du jury, puisque quoi qu'il arrive, ils ont quand même répondu à l'épreuve. A contrario, toujours sur la même épreuve, comme le Brickmaster, je suis un petit peu déçu quand on voit la création du technicien et de l'artiste qui, elle, a visiblement un sacré souci sur son piège. Moi je suis un peu perdu. C'est
c'est vrai que ça fonctionne mécaniquement, mais le côté piège, il manque malheureusement Parce que au descendu, moins quelque c'est vrai chose qui que- vient le bloquer. ouais. Vous n'avez pas poussé assez loin. Plus que de pas pousser assez loin, on a ici un exemple factuel d'un binôme de candidats dont la création ne respecte pas les règles édictées pour le sujet concerné, avoir un piège fonctionnel qui entrave la bonne marche du petit camion du héros. Ainsi, pour le binôme du technicien et de l'artiste, ça aurait dû se résumer purement et simplement par une élimination ou une non-conformité sur cette première épreuve. Les règles sont les règles, et Georges, pourtant, avait dès le départ bien insisté. La mécanisation est obligatoire. Il faut créer un mécanisme qui va essayer de stopper l'aventurier dans sa quête. Et bien sûr, il faut que ce piège soit fonctionnel lorsque vous nous présentez vos parcelles. En aparté, je vous avoue ainsi avoir été assez surpris de ne pas avoir retrouvé le binôme du technicien et de l'artiste en ballottage sur la première épreuve. Surtout que lors de la seconde épreuve, toujours de la même soirée, le même binôme du technicien et de l'artiste suscite à nouveau l'incompréhension encore du jury. Au niveau de la compréhension, la lecture de l'œuvre, elle est franchement pas évidente par rapport à ce que vous proposez. En gros, ils trouvent ça très beau, mais ils n'ont rien compris. Et comme ils disent eux-mêmes, On frôle leur sujet, Aurélien, quoi. Alors là, on a été trop loin, sûrement. alors que dans le même temps, sur la seconde épreuve, le binôme de la Team, lui, s'est largement rattrapé et ne suscite de la part du jury que de quelques remarques de forme, si on peut dire. Du coup, cette fois-ci, par contre, sans surprise et heureusement, quelque part, le binôme du technicien et de l'artiste se retrouve en ballottage sur la sanction de cette seconde épreuve. Le deuxième binôme à avoir moins bien performé dans cette épreuve est celui d'Aurélien et Vincent. Approchez s'il vous plaît. Petit fast-forward sur la fin de la première soirée de la saison 2, où on retrouve cette fois-ci finalement les 4 binômes qui ont plus ou moins échoué sur les 2 premières épreuves pour finalement se retrouver sur les poteaux et attendre la sanction finale. Et en l'espace de quelques instants, malheureusement, Laure et Hervé sont priés de quitter l'aventure. Le premier binôme à quitter la compétition est Laure et Hervé. On est vraiment surpris. Laure et Hervé sont sur le cul, et moi aussi, je dois vous l'avouer, c'est l'incompréhension. Les arguments avancés sont peu convaincants. C'est vrai que Laure et Hervé, vous vous êtes très bien rattrapés sur cette deuxième épreuve, mais on a toujours l'impression que vos constructions sont trop légères, que vous n'avez pas des bases assez solides. Apollina de commencer en soulevant la belle performance du binôme sur la seconde épreuve de la première soirée, avec un enchaînement un peu bizarre sur le fait qu'ils étaient très légers techniquement. Ici, je me permets juste de rappeler le niveau de technicité mise en œuvre lors de la première création de la première soirée, franchement du haut niveau avec des montagnes russes hyper chiadées et hyper détaillées, ce qui, à mon sens, sur l'argument de Paulina, rend sa position très discutable. Et malheureusement, à ce stade, on ne sait pas trop comment on peut vous porter ou vous améliorer. À Georges d'enfoncer le clou dans la foulée, dans une surenchère de subjectivité. À mon sens, contrairement à l'avis des jurés, on avait sur ce binôme un vrai potentiel de progression et de créativité. Quand dans le même temps, on a un binôme qui lui enchaîne 2 échecs factuels sur les 2 épreuves de la même soirée, il devient ainsi incompréhensible de le laisser dans la course. À croire que, avec la magie de la brique danoise, tout est possible. Comprendre ici avec les sous-titres que, évidemment, à mon sens et au regard des éléments factuels, le binôme du technicien et de l'artiste aurait dû bel et bien sortir lors de cette première émission, sauf si la production avait peut-être d'autres ambitions pour eux. On continue dans les problématiques de jugement, mais cette fois-ci on va level up un petit peu lors de la seconde soirée. Sur la première épreuve, celle des explosions, où grosso modo la thématique était de faire une petite scène d'action où tout peut péter, Paulina avait été plus que claire, je dirais même limpide, sur l'une des règles de l'épreuve. Si le décor est pulvérisé, le héros, va falloir qu'il soit bel et bien debout. Ainsi, tout peut péter, mais ce qui est important de retenir, c'est que le héros doit rester debout à la fin, comme Star Wars.
Lors des séries d'explosions qui se sont d'ailleurs au demeurant toutes ressemblées, je vous les mets en parallèle pour que vous puissiez un petit peu apprécier la vision globale du truc et constater qu'effectivement ça manquait quand même un petit peu de panache et de volume et tout s'est un petit peu ressemblé. On peut toutefois relever que seule l'explosion de Marin et Alexandre, les meilleurs potes, eh bien ne respectent pas cette fameuse règle puisque leur héros termine bel et bien éjecté de la scène à l'issue de l'explosion. C'est ainsi l'incompréhension la plus totale, et vous êtes nombreux à l'avoir fait remarquer sur mes réseaux, à l'annonce des gagnants. Marin et Alexandre. Puisque le binôme qui l'emporte est justement celui, le seul et l'unique qui aurait dû être éliminé d'office de l'épreuve. À Paulina d'enchérir. Vous nous avez proposé une construction extrêmement lisible et cohérente, quelque chose de parfaitement équilibré, parfaitement compréhensible, et c'est extrêmement bien pensé. C'est exactement ce qu'on attend. À croire qu'elle a manifestement oublié la règle qu'elle avait elle-même édictée en début d'épreuve. Sincèrement, j'ai pas les mots. Le héros, va falloir qu'il soit bel et bien debout. On avait déjà constaté une géométrie variable sur les jugements lors de la saison 1, avec visiblement la production et les Brickmasters qui travaillent de concert, dixit une source proche du dossier, pour finalement orienter l'émission telle que c'est prévu, et sans remettre en cause cet élément, puisque de toute façon ils ont toute légitimité à conduire l'émission comme ils le souhaitent, c'est un état de fait. Je ne peux que regretter le fait d'édicter des règles pour ensuite les piétiner sans vergogne. En effet, compte tenu du public visé, plutôt jeune, retenons-le évidemment, ce n'est pas un bon message envoyé. Et quoi qu'il arrive, ce genre d'exemple sème le doute et le discrédit sur chaque décision et sur la légitimité de chaque victoire pour chaque épreuve. Cela concourt à la réponse vis-à-vis du fait que l'émission est bel et bien scriptée, organisée, planifiée, appelez ça comme vous voulez. C'est ma conviction intime et tous les témoignages de sources proches du dossier que j'ai pu avoir vont dans ce sens. Comme par exemple, certains membres de l'UG qui ont passé le casting de la saison 2 et qui ont des niveaux de classe internationale et qui pour autant n'ont pas été retenus pour l'émission avec un niveau tout bonnement excellent. Ils se reconnaîtront. La production, et ça se comprend, fait ainsi tout pour donner du rythme au produit fini en prévoyant à l'avance la sortie des binômes. Ce qui au passage est dramatique pour les candidats qui, pensant certainement le contraire, n'ont pour autant absolument pas les mêmes chances d'aller au bout de l'aventure. Ce qui nous permet de répondre à la question du suspense, savoir s'il y en a ou pas. Et la question c'est bien évidemment que non, il y a très peu de suspense, ce qui est d'ailleurs dommage pour une émission de divertissement qui devrait nous tenir un petit peu en haleine. À ce stade, dès la mi-parcours, on peut quand même dire que les binômes qui devraient être dans le carré final, voire dans le duo de finalistes, est assez rapidement identifié. On y reviendra. Pour revenir sur le rythme de l'émission, justement, eh bien, comme en saison 1, sans absolument pas renier tout le travail qui est réalisé par l'équipe de montage qui doit condenser des dizaines d'heures pour obtenir le produit fini, eh bien le rythme est tel que, au final, ça dessert l'expérience et l'émission. Les jurés ne sont que très peu présents, présentés, aperçus, appelez ça comme vous voulez, durant les épreuves, et on les aperçoit finalement qu'un petit peu lors de la sanction de chaque épreuve. Éric Antoine, quant à lui, est très brièvement aperçu, il faut l'avouer, il faudrait même compter le temps d'apparition d'Éric Antoine qui est absolument très bref, et concrètement, son potentiel est sous-exploité. Autre fait regrettable, les présentations en briques danoises sont présentées à Mac 12, et la volonté de la production de bâcher tout le concept en 4 soirées à des fins de programmation nuit largement à la mise en valeur du contenu, qui lui, au demeurant, est très bien produit, qu'aussi bien la qualité technique des prises vidéo, des images, la qualité des images ainsi que la qualité du plateau, ou même plus basiquement de toute la gestion logistique qui elle est très bien calée et nécessaire au bon déroulement de l'émission. Et comme dirait l'autre dans la pub, et c'est pas fini, non, c'est pas fini. Passons désormais
à un point qui me fâche vraiment. Mais genre, je suis tout colère, comme si ce qu'on a déjà évoqué, c'était pas suffisant. En saison 1, j'avais abordé la problématique de sécurité qu'on avait largement constatée lors de l'épreuve du pont. Malgré la proposition par la prod de quelques EPI, équipements de protection individuelle, tels que des surchaussures coquées, des petites chaussures de sécurité, eh bien, autant les candidats que les jurés avaient été mis dans des situations plutôt délicates lors des phases de chargement des ponts. Et il faut pas se mentir, on se rappelle du petit saut en arrière de George sur son escabeau lors du chargement d'un des ponts final, eh bien que ça aurait pu très mal tourner s'il y avait eu un basculement des charges vers les personnes à proximité des ponts. Et on aurait pu ainsi avoir une issue tout à fait défavorable à l'émission si on avait eu un accident. Et j'avais déjà, dès lors, très critiqué l'organisation qu'avait mise en place la production. Pour la saison 2, on était donc en droit d'attendre une amélioration de ce point de vue-là. Parce qu'à mon sens, en tout état de cause, c'est bel et bien la production qui est responsable de la sécurité des personnes et des biens lors des tournages. J'ai donc, et je dois vous l'avouer, avoir été très désagréablement surpris quand j'ai vu au KLM les binômes en train de monter leur tour lors de la seconde épreuve de la seconde soirée, debout sur les tables. Alors non, je vais pas vous faire un cours de réglementation, mais pour rappel, quelques principes de base relatifs au travail en hauteur d'un petit point de vue de la réglementation en vigueur. Je pense que la prod en a besoin. Le premier principe de prévention, finalement, c'est d'éliminer le risque et d'adapter le travail à l'homme et pas le contraire. Très simplement, dans ce cas de figure, on aurait pu utiliser, c'est assez courant désormais, des bureaux qui se règlent en hauteur ou des tables qui se règlent en hauteur. Ainsi, on aurait pu baisser le niveau de la table au fur et à mesure que la construction, elle, montait. Ou alors, plus simplement, une fois la création trop haute sur la table, il aurait été assez simple à mon sens de la mettre par terre. Voilà, ça aurait résolu le problème. Le second principe, quand on ne peut pas éliminer le risque et qu'il subsiste, eh bien c'est de privilégier tout d'abord ce qu'on appelle les équipements de protection collective qui sont directement adaptés au poste de travail. On aurait pu imaginer par exemple ici des plateformes en hauteur avec des petites rambardes de chaque côté pour prévenir tout risque de chute le cas échéant. Et comme me l'ont confirmé plusieurs candidats de la saison 2, eh bien que nenni, non, la production n'avait prévu aucune espèce de système de sécurité. Enfin, quand on a épuisé toutes les cartouches, qu'on peut pas réduire le risque et qu'on ne peut pas mettre en place d'équipement de protection collective, eh bien là, faut passer au dernier step, l'équipement de protection individuelle. Et là, force est de constater que là encore, c'est la fête du slip. Non, les candidats n'étaient absolument pas équipés d'EPI. Vous l'avez bien vu. Pire que ça, c'était complètement un gros dab collectif avec, par exemple, le binôme des rétros de la brique qui a carrément monté la chaise de bar sur la table pour s'en servir comme établi, ou encore notre Sango national qui lui était debout sur la table en chaussettes. Alors soyons sérieux 2 minutes. Pour ceux qui pensent que tout ceci n'est qu'un point de détail ou qui ne comprennent peut-être pas les enjeux, eh bien si on se retrouvait désormais dans la vraie vie professionnelle, dans des entreprises qui respectent un tant soit peu la réglementation, il serait tout bonnement impensable de voir les gens se mettre à travailler debout sur leur établi, sur leur table, ou que sais-je, ou d'utiliser de l'appareillage inadapté, sans quoi en cas d'accident, eh bien je peux vous dire que ça serait très rapidement une distribution collective d'orange. Alors sincèrement, faire ça, qui plus est à la télé, qui plus est au regard de l'audience prévue pour ce type de programme avec des briques de construction, le mot est fort, mais pour la production, ça relève tout simplement de l'irresponsabilité. Ce qui me permet d'effectuer une transition et d'enchaîner sur, par exemple, le niveau global des candidats de cette saison 2, qui est concrètement, à mon sens, en dessous de la saison 1. Cette fois-ci, pas de fin limier comme les geeks de la brique qui avaient un niveau tout à fait exceptionnel, et faute très certainement à la production qui, à force de vouloir sélectionner et stéréotyper les binômes sur l'autel de l'audience, eh bien, le niveau technique en pâtit. Il en va de même pour les tenues des candidats, avouons-le quand même, par moment on frise le ridicule, que ce soit les kilts des métallos suisses ou plus simplement des Bermudas, Sango et Loïc, bisous, des Bermudas qui ont été affublés effectivement au duo
Des meilleurs potes, encore une fois, ici, comprenez-le bien, il ne s'agit absolument pas des goûts personnels des duos, qu'on se le dise, mais bel et bien d'un choix du styliste de l'émission. Enfin, concernant mon pronostic pour cette seconde saison, ce qu'on peut en dire à mi-parcours, c'est que très certainement ça va se jouer entre les métalleux suisses qui sont actuellement assez plébiscités et les rétros de la brique. Quant aux deux autres duos qui pourraient compléter le carré final, à mon sens, ça va se jouer avec les meilleurs potes et le technicien et l'artiste si les jugements continuent à leur être aussi favorables. Très logiquement, si on suit ces théories et ce raisonnement, mardi pour la troisième soirée, eh bien on devrait très logiquement voir sortir les parents cool ainsi que le duo de Sango et Loïc. Quant au vainqueur final de cette seconde saison, si on travaille par analogie avec ce qui s'est passé aux États-Unis ou plus simplement si on est pragmatique, eh bien je pencherai pour les rétros de la brique. Assez simplement parce que, tout comme la saison 1 et les papas belges qui ont terminé au pied de la marche suprême, eh bien non, je ne vois pas les métalleux suisses remporter l'émission France de Lego Master. Quoi qu'il en soit, vu le niveau d'opacité et de subjectivité sur le jugement d'épisode depuis la saison 1 sur cette émission, il faut se dire que tout est possible. Mais ce qui est certain à nouveau, tout comme pour la saison 1, on aura très certainement la plus grande des difficultés à accorder la légitimité au vainqueur de l'émission, tant celle-ci est réellement téléguidée. Et c'est bien dommage. Sacrifié sur l'autel du rythme et sur les contraintes imposées par la programmation effrénée d'M6, desservi par l'interventionnisme d'Endemol dans le déroulé qui dessert bien évidemment la qualité du divertissement, du respect des consignes élémentaires de sécurité et bien évidemment du suspense qu'on serait en droit d'attendre d'un tel programme de divertissement, au final nous avons une émission plan-plan sans grand niveau de fun et concrètement très écorné au montage. Les audiences en baisse sur cette seconde saison, et je vous mets un petit graphique que j'ai fait avec Mimimine et les audiences, et bien évidemment ce n'est pas un bon signe pour la suite du format, et je le regrette. Et même si la majorité, avouons-le très honnêtement, des points que j'ai relevés ne l'auront pas été par la ménagère de moins de 50 ans, avec ses enfants qui auront très certainement passé un très bon moment devant ce divertissement durant les fêtes de fin d'année. Et il n'en reste pas moins, et je pense qu'il faut vraiment être objectif là-dessus, que l'émission souffre de vrais défauts qu'on sera quand même assez nombreux dans la sphère Lego à regretter. Pour terminer sur une note positive pour cette mi-saison de Lego Master Number 2, eh bien on pourra bien évidemment retenir de très beaux plans vidéo, de très belles images de briques danoises. La production d'un point de vue technique sait quand même nous régaler de ce point de vue-là, et j'ose imaginer évidemment que les candidats, eux, auront vécu une très belle expérience en expérimentant bien évidemment un plateau de télévision et tous ces moultes moyens techniques, ainsi que le jury et le présentateur Eric Antoine qui, d'avis unanime, sont très sympathiques. Un autre point qu'on pourrait discuter longuement, et c'est le disclaimer que je veux faire pour terminer cette vidéo, eh bien c'est que mon avis est ce jour formulé uniquement parce que renvoie les émissions. Pour ceux qui le regardent et qui sont concernés, je me répète, je n'apporte un jugement et une analyse que sur ce que l'émission renvoie. Je ne connais pas les gens. C'est ce que l'émission renvoie. Et Dieu sait que Jean-Jacques le monteur a par moments, selon moi, vraiment échoué à retransmettre des choses un peu plus sympas, comme par exemple sur les jurés, qui souvent sont plutôt dans la critique et dans le négatif pour le peu d'interventions qu'il leur est consacré, alors que là encore, de nombreuses sources proches du dossier m'ont rapporté plutôt un jury à l'écoute, ce qui tranche très notablement avec ce qui transparaît à l'écran. La faute, encore, désolé, très sincèrement, à Jean-Jacques le monteur qui a fait ce qu'il voulait de l'émission avec ses petites mimines et ses petits ciseaux. Bien sûr, je vous tiendrai informé de la suite des événements en suivant les 2 derniers épisodes de cette saison 2 pour voir si les prédictions étaient bonnes ou pas. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo scriptée tout en tant que l'émission Bricks File Number 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En attendant, j'ai vraiment galéré à la tourner, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire encore une fois si ça vous a plu et à me dire ou pas si vous partagez tous les constats qui ont été faits. Des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Le héros, va falloir qu'il soit bel et bien debout.